Hello, chère communauté du grand changement, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie ce soir. Je le suis depuis un petit moment maintenant parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir inviter notre intervenante qui s'appelle Florence Pousset, qui est avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu, Florence? Très bien. Bonsoir, Sana. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Alors, on dit bonsoir parce qu'il est 20 h ici en France, mais je sais qu'on est suivi un peu partout. Donc, bonjour si pour vous, c'est le matin. En tous les cas, la Vibra-conférence que vous allez vivre ce soir va très certainement vous apporter des éléments très, très, très forts et très puissants. C'est aussi pour ça que je voulais t'inviter, Florence, dans toute ta capacité à parler des neurosciences à travers le son. Le son, c'est quelque chose, moi aussi, qui me parle beaucoup. C'est quelque chose, depuis un petit moment, qui me fait réfléchir, à voir la puissance du son, au-delà des paroles, du verbe, tout ce côté vibratoire, tout ce côté énergétique, qui prend aussi de plus en plus le pas dans les thématiques spirituelles, donc, et qui fait sens, je pense, aussi aujourd'hui. Donc, merci d'être là et de nous parler de tout ça ce soir. Bien. Donc, le thème de la conférence de ce soir que nous avons choisi ensemble, c'est neurosciences, cerveau et son. C'est ça. Donc, j'ai préparé pour que ce soit illustré, pour que les personnes qui soient visibles puissent aussi profiter des images et des mots. Donc, ce que j'aimerais vous partager ce soir, c'est que le 21e siècle, c'est le siècle des neurosciences et du cerveau. C'est vraiment très, très important. Il y a on va dire des conséquences dans notre quotidien et pour l'avenir qui sont vraiment des enjeux pour personnel et pour l'humanité. Donc, je voudrais commencer pour que sont les neurosciences. Donc, Sana, si tu veux bien nous mettre la présentation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hop. Alors, que sont les neurosciences? Les neurosciences, c'est un domaine d'étude dont le but est de comprendre le fonctionnement de notre cerveau d'un point de vue cellulaire et moléculaire, voire jusqu'à la compréhension de nos pensées, de nos émotions, de nos comportements. Donc, ça s'adresse aussi bien au cerveau qui est sain qu'au cerveau pathologique. Il faut savoir que depuis les années 1990, l'accroissement des neurosciences est fulgurant. Mais ça a une raison, parce que les neurosciences ont été investies par d'autres domaines autres que la biologie, en particulier la physique, les mathématiques, les statistiques, l'informatique, la philosophie, les sciences cognitives, si bien qu'aujourd'hui, les neurosciences regroupent un ensemble de disciplines et c'est devenu un domaine pluridisciplinaire et interdisciplinaire, ce qui souligne de ce fait la complexité du cerveau et de son étude. Alors, les neurosciences ont envahi notre quotidien. Si vous surfez un petit peu sur Internet, sur les réseaux, vous voyez que les neurosciences, c'est un terme qui revient très, très souvent et parfois, je dirais à tort ou galvaudé. En tout cas, c'est un peu comme le quantique. On trouve ça à toutes les sauces et voilà ce que j'ai pu relever sur le net. Aujourd'hui, on trouve la neuropublicité, le neurodroit, le neuromarketing, la neuropolitique, la neuroéducation, la neurophilosophie, la neuroéconomie. Et je pense que, oui, j'ai trouvé très récemment la neuroinformatique. Donc, vous voyez, les neurosciences ont vraiment envahi notre quotidien. Alors, vous allez me dire que c'est normal parce que ça a trait au cerveau et que tout ce que nous faisons passe par notre cerveau. Donc, c'est vraiment un challenge actuel de comprendre les mécanismes cérébraux. Alors, en quoi consiste, par exemple, on va dire la neuropublicité? Les chercheurs étudient l'activité cérébrale lorsque on présente à une personne un produit, donc avec certains mots écrits dessus, avec le packaging qui a une certaine forme, une certaine couleur, et ils vont rechercher l'image qui va activer les zones du plaisir et donc qui vont susciter l'achat chez une personne. Si je parle de neuroéconomie, c'est un peu pareil. On va chercher à étudier comment stimuler chez une personne le fait de passer à l'action pour un investissement, pour un achat, pour miser sur quelque chose. Ce qu'on trouve donc neuropublicité, neuromarketing, la neuropolitique, et bien évidemment, c'est mettre des images
de personnalité, de façon à influencer, on va dire, le choix d'une décision et donc à influencer l'opinion publique. Et puis, nous avons par exemple la neuroéducation. Alors, ce que j'ai pu observer dans la neuroéducation, ils ont sorti par exemple des ceintures que les femmes enceintes se mettent autour du ventre pour faire écouter au bébé des sons, soi-disant qui vont induire un état de relaxation ou qui vont stimuler le développement du fœtus, le développement en particulier du système nerveux central. Donc, vous voyez, nous sommes envahis de ces neuros dans différents domaines. Et il y en a un autre exemple que je peux vous citer. C'est par exemple, alors je ne sais pas si c'est encore autorisé aujourd'hui, mais je pense que c'est arrivé à tout le monde, c'est de vous promener devant des boulangeries où vous aviez des odeurs de chocolatine ou de croissants qui venaient vous titiller les narines, et donc inconsciemment c'est pour stimuler certaines zones cérébrales qui vont vous pousser bien à vous arrêter à la boulangerie pour acheter ces fameux mets. Donc vous voyez que si on n'a pas la conscience de chaque instant, on peut très vite être influencé par des comportements à notre insu quelque part. D'où l'idée, c'est vraiment de rester conscient et d'apprendre comment fonctionne notre cerveau pour garder notre, j'allais dire notre autonomie, c'est pas le mot, pour garder vraiment la conscience de soi. Et faire attention ou garder cette vigilance, quels sont les signaux que je reçois qui sont de l'extérieur, et avoir toujours cette vigilance de se dire en conscience, je fais ce choix ou pas. Donc, en fait, on est challengé dans tous les domaines de notre vie avec ces neurosciences. Donc, tous les jours, je lave mon cerveau avec la pub. C'est le neuromarketing qui est l'un des plus comment dire, répandus, oui, et l'un des plus actifs partout dans les médias, en fait. Alors, la révolution actuelle qui concerne le cerveau, c'est... il y a différentes façons, il y a eu différentes théories concernant le cerveau et elles ne cessent d'évoluer, bien évidemment. En 1860, on a Paul Broca qui a établi la théorie de l'asymétrie cérébrale, c'est-à-dire que nous avons un hémisphère droit et un hémisphère gauche, et Paul Broca disait que chaque hémisphère correspondait à des activités cérébrales spécifiques et particulières. Qu'est-ce qui l'avait amené à en conclure ceci, c'est que dans sa clientèle, ce neuroscientifique médecin avait un patient qui avait perdu l'usage du langage, et à l'autopsie, il s'est aperçu que seul un hémisphère était lésé. Et c'est de ces observations-là qu'il avait déduit que, eh bien, nous avons une asymétrie cérébrale et que chaque hémisphère, eh bien, assure des fonctions différentes et bien catégorisées, bien spécifiques. Ensuite, il y a eu un petit peu plus tard une autre théorie qui est la théorie du cerveau, la théorie localisationniste, c'est-à-dire la division du cerveau en régions cérébrales. Alors, la plus connue, c'est celle que je vous présente là. Vous avez en bleu le cerveau reptilien, qui est notre cerveau primitif, qui va assurer notre survie et qui s'occupe de tous nos comportements instinctifs. C'est-à-dire que lorsque vous êtes soumis à un danger, votre réaction ne passe absolument pas par la pensée, par le mental, vous n'avez pas le temps de réfléchir. C'est vraiment, ça vient de ce cerveau reptilien qui va veiller sur vous et qui va tout de suite enclencher une réaction de survie. Donc, et puis ensuite, ce cerveau reptilien assure toutes les fonctions autonomes de notre corps, tout ce qui fonctionne de façon automatique. C'est le plus ancien. Ensuite, en rose au-dessus, nous avons le système limbique. Ce cerveau limbique est notre cerveau émotionnel. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce cerveau émotionnel est aussi le siège de la mémoire. Donc, la mémoire émotionnelle joue un rôle très, très important dans notre activité cérébrale. Et il nous permet aussi de nous adapter à l'environnement. Et c'est le siège des émotions, on va dire, les plus primaires, qui sont la peur, l'agressivité et le plaisir. Et au cours de l'évolution, ensuite est apparu
alors ce qu'on observe ici en marron clair, qui est le cortex, qui est le cerveau supérieur qui assure toutes nos fonctions dues au raisonnement, le langage, tout ce qui est la motricité, la vue et la pensée. Donc c'est notre cerveau, on va dire, analytique et rationnel. Donc vous voyez, la théorie de la localisation cérébrale déjà distingue ces trois cerveaux qui en fait se sont différenciés au cours de l'évolution des animaux. Donc le rôle du cerveau, son rôle principal, c'est de capter l'information, que ce soit l'information de notre environnement, de l'extérieur de notre corps, mais aussi l'information à l'intérieur de notre corps. Il va centraliser toutes ces informations, il va les analyser, les traiter, et il va pouvoir nous permettre d'élaborer une réponse ou une réaction en fonction de ce à quoi nous sommes, on va dire, confrontés. C'est-à-dire quand je dis réaction, ça va mettre en œuvre ce cerveau reptilien, et donc nous n'avons pas le temps de penser. Lorsque je dis réponse, nous allons solliciter le cerveau cortical pour pouvoir analyser ce qui se passe. Alors, dans la théorie de la localisation cérébrale, on a d'autres structures, c'est-à-dire que chaque activité du cerveau correspond à des fonctions précises. On a les aires responsables de la motricité, les aires somatosensorielles, l'aire gustative, l'aire visuelle, primaire et secondaire, on a l'aire du langage, on a l'aire auditive. Donc, vous voyez, chaque partie du cortex assure des fonctions particulières. Et la révolution de ces dernières années, avec l'essor des technologies, c'est que nous arrivons vers une définition du cerveau beaucoup plus, j'allais dire holistique, mais plutôt holographique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que notre cerveau a une hiérarchisation de ses activités sur de très nombreux niveaux différents et que toutes les fonctions comme la mémoire, l'apprentissage, les interactions sociales ne sont pas juste le fruit d'une région cérébrale, mais mettent en jeu plusieurs régions du cerveau grâce à des circuits neuronaux. Et ces circuits neuronaux se promènent d'une région à une autre du cerveau. Donc vous voyez bien que ce qui le caractérise, cet organe, c'est sa complexité, et donc sa complexité d'étude. Je dois dire qu'aujourd'hui, parmi tous les organes du corps, c'est celui qui reste encore le plus mystérieux et le plus difficile à étudier. C'est d'ailleurs encore un des rares qu'on n'arrive pas encore à greffer, par exemple. Je vois quand la science et la médecine progressent, aujourd'hui on arrive à faire des transplantations de nombreux types d'organes. Le cerveau, c'est pas encore le cas. Ça prouve bien qu'on est loin d'avoir compris son mécanisme. Alors, j'aurais envie de qualifier ce cerveau d'un organe multidimensionnel parce qu'il a une architecture extrêmement complexe. Donc, ce qui le caractérise, on a vu, c'est la complexité régionale, c'est aussi la diversité cellulaire. Il y a différents types de cellules qui assurent les différentes fonctions cérébrales. Donc, tout le monde connaît les neurones, mais on a autour de ces neurones une gaine de myéline qui va véhiculer l'information électrique. On a des astrocytes qui vont participer au système de défense parce que le cerveau, comme il est enfermé dans la boîte crânienne, il a aussi son propre système immunitaire qui est son propre système de défense. Mais surtout, ce qui le caractérise aussi, c'est la multiplicité des signaux qui sont véhiculés dans le cerveau. Lorsque une information est traitée dans le cerveau, il y a un premier niveau qui est le niveau, on va dire, chimique, avec la transmission d'un neurone à l'autre de neurotransmetteurs ou de neuropeptides. On a ensuite la transmission d'un signal électrique, puisque le long des gaines de myéline, il y a la diffusion de l'influx nerveux qui va aussi participer à la transmission d'une information. Et puis, ces dernières années, les scientifiques ont mis en évidence des récepteurs à la lumière. Et ce qui veut dire aussi, c'est que dans notre cerveau, il véhicule une information de type lumineuse, qui est beaucoup plus subtile. Et ça, c'est l'une des révolutions de ces dernières années.
il a la capacité à traiter l'information de nature lumineuse, donc à véhiculer cette information dans le cerveau de nature lumineuse, et nous verrons ce soir aussi bien évidemment de nature sonore. Donc, la règle d'or du cerveau, c'est rien ne se perd, rien n'est acquis. Alors, dans les années 1900, quand l'un des précurseurs des neurosciences, qui est un Espagnol, Ramón y Cajal, a découvert le neurone, il avait établi un postulat, à savoir que les neurones sont les seules cellules de l'organisme qui ne se divisent pas. C'est-à-dire qu'on naissait avec un certain nombre de neurones, on mourait avec et on ne pouvait rien faire. Et on s'aperçoit presque un siècle plus tard que cette hypothèse était complètement erronée, puisque ce qui caractérise le cerveau, c'est justement cette plasticité neuronale. C'est que ces cellules nerveuses ont une capacité à se multiplier et à se réorganiser en fonction de l'information à traiter qui est phénoménale. Et je pense que parmi toutes les cellules communes, ce sont les cellules qui ont vraiment une capacité, une rapidité à créer une architecture, donc un réseau entre les cellules de façon très rapide. Donc ça veut dire qu'il a une capacité de s'adapter au changement qui est rapide et très importante. Alors ce que je dis toujours, c'est que dans notre culture, essentiellement, je veux dire, au moins en France, je ne vais pas m'avancer plus, on est plutôt d'un point de vue éducatif éduqué avec des pensées négatives. Et donc, quand on est éduqué depuis tout petit à réfléchir de façon plutôt négative que positive, on a créé des réseaux neuronaux, je dirais, de pensées négatives au détriment de routes départementales de pensées positives. Mais il ne tient qu'à nous à inverser le processus en décidant en étant d'abord attentif à ce que nous pensons et à inverser le processus en permanence. Pour moi, le cerveau, c'est comme un muscle. Nous devons l'entraîner en permanence. C'est comme un sportif de haut niveau, il faut le faire travailler. Et l'un des moyens de le faire travailler, donc on verra tout à l'heure, il y a l'alimentation, mais c'est de le confronter très régulièrement à des activités nouvelles. C'est-à-dire que je ne sais pas si chaque année vous changez d'activité sportive ou si vous changez d'activité culturelle ou artistique, vous allez demander un effort à votre cerveau, si bien qu'il va créer d'autres réseaux neuronaux et c'est ce qui va entretenir cette plasticité cérébrale. Ensuite, il y a ces processus conscients-inconscients. Si vous imaginez le cerveau comme notre ordinateur de bord, puisque c'est lui qui centralise les informations de la périphérie de notre corps et de notre environnement, il garde en mémoire absolument tout ce que nous avons vécu. Et donc, il crée une banque de données. On dit toujours que la banque de données, c'est derrière, dans l'occiput, et il stocke absolument tout ce que nous avons vécu. Si bien que lorsque, dans votre quotidien, vous êtes confronté à une situation nouvelle à laquelle vous devez répondre, qu'est-ce que va faire le cerveau? La première chose, c'est qu'il va aller dans sa banque de données, voir s'il trouve un événement ou une situation qui s'apparente à celle que nous sommes en train de vivre. Et il va récupérer cette information, la combiner avec celle du jour et il va proposer une réponse. Ça veut dire que la majorité de nos comportements sont dictés par des processus inconscients qui se reposent sur ce que nous avons enregistré dans notre banque de données. Donc, ça nous demande aussi de la vigilance. C'est d'être attentif à ce qui se passe et de temps en temps, je dirais, c'est bien d'aller vider l'ordinateur pour pouvoir y rentrer des nouvelles choses à l'intérieur, pour éviter de tourner en boucle toujours avec les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes idées. Donc, l'un des adages qui concerne le cerveau, c'est « rien ne se perd, mais rien n'est acquis non plus ». Il nécessite d'être stimulé en permanence pour pouvoir conserver son activité. Donc, le défi du 21e siècle, oui, c'est d'apprendre à décoder évidemment le fonctionnement de notre cerveau d'un point de vue cellulaire, mais l'enjeu actuel, c'est de comprendre qu'est-ce que la pensée, alors qu'est-ce que la mémoire, qu'est-ce que l'affectivité. Donc la mémoire, il y a déjà énormément de travaux qui ont été faits, mais ce qui suscite
ces dernières années le plus d'interrogations et d'études, c'est qu'est-ce que la pensée, qu'est-ce que la conscience et où devons-nous les localiser ou pas dans notre corps, puisque la théorie ces dernières années, c'est au début on pensait que notre conscience était dans le cerveau et puis après dans le cœur, et maintenant des chercheurs disent que nous avons peut-être une conscience qui est délocalisée, ce qui pourrait augmenter en fait nos capacités. Donc ça, ce sont les enjeux. Et pour nous, c'est important de garder voilà, la conscience de l'instant présent et des informations auxquelles nous sommes soumises. Ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est de garder ce discernement. Donc voilà, on pourrait considérer notre cerveau comme un bio-ordinateur quantique. C'est-à-dire c'est l'unité centrale qui reçoit les informations de l'extérieur et de l'intérieur de notre corps. Et la majorité des informations qu'il reçoit, lorsqu'elles viennent de l'extérieur du corps essentiellement, ce sont des informations de type vibratoire, c'est-à-dire des fréquences sonores, des fréquences lumineuses ou des fréquences comme les odeurs. Donc, notre cerveau, alors déjà sa propre activité, vous connaissez que le cerveau, il a une activité cérébrale qui a été définie par les ondes cérébrales qui ont une certaine fréquence. Donc, on a les ondes gamma, les ondes bêta, les ondes alpha, les ondes theta, qui vont favoriser certains états de la matière et donc un certain type d'activité cérébrale, puisque lorsqu'on est en onde de theta ou delta, on est proche de la méditation. Lorsqu'on est dans les ondes gamma, on a une activité cérébrale très intense. Donc, je dirais que sa principale activité, c'est de réceptionner toutes ces fréquences vibratoires et de pouvoir les transformer pour qu'elles puissent être intégrées nous en tant qu'humains. C'est-à-dire que lorsque je reçois une fréquence sonore ou une fréquence lumineuse, mon cerveau va la transformer en image et en son, et bien souvent c'est associé à des émotions. Donc vous voyez, à l'intérieur du cerveau, nous avons des messages qui sont véhiculés sous forme biochimique, neurotransmetteurs, neuropeptides, des informations de type électrique et des informations de type fréquentiel, lumineuse et sonore. Et ça, surtout pour ce qui concerne les fréquences lumineuses et sonores et leurs répercussions sur l'activité du cerveau et du corps en général, ça suscite ça fait couler beaucoup d'encre en science depuis ces dernières années. Donc, si vous voulez vous occuper de votre cerveau, c'est d'apprendre à le nourrir correctement. Et vous savez qu'à travers notre alimentation, comme disait Hippocrate, notre alimentation est notre premier médicament. Et c'est valable aussi pour notre cerveau et pour susciter la fabrication, la sécrétion des neurotransmetteurs et des neuropeptides pour que son fonctionnement soit optimal. Mais nous avons aussi donc les sons que nous écoutons. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, les chercheurs ont mis en évidence que nos cellules émettent des sons, en particulier des infrasons. Si on prend le spectre sonore, entre 0 et 20 000 Hertz, la zone de perception de l'oreille humaine, elle est comprise environ entre 8 000 et 18 000 Hertz. Donc, ça veut dire qu'en deçà, on a des infrasons, au-delà, on a des ultrasons. Et l'oreille humaine n'a pas la capacité à les percevoir. Mais le cerveau enregistre tout. Donc les chercheurs ont mis en évidence que nos cellules émettaient des sons, et en particulier des ultrasons. Et je dirais heureusement que Dame Nature nous a mis des filtres, parce que si on devait en même temps pouvoir écouter les infrasons générés par nos cellules, plus les sons générés par les sphères, l'univers, ce serait une telle cacophonie que l'être humain ne pourrait pas vivre. Ce serait un brouhaha terrible. L'autre challenge, parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça non plus, c'est de maîtriser le singe. C'est ce que disent les Chinois, c'est que le singe, c'est le mental, ce sont nos pensées. Les Chinois appellent les pensées le singe parce qu'elles s'enchaînent les unes aux autres et bien souvent on n'y fait pas attention. Et voilà. Et c'est dommage qu'on ne nous apprenne pas ça quand on est petit, parce qu'apprendre à maîtriser nos pensées, ça permet de mettre notre mental de côté
et pour finir de nous apaiser intérieurement et de laisser la place à pouvoir recevoir d'autres fréquences qui viennent d'ailleurs, je dirais. Donc, vous voyez, nous sommes envahis de fréquences et notre cerveau, c'est vraiment celui qui va réceptionner tout ça pour pouvoir, on va dire, les transformer et pouvoir les incarner dans la matière. Donc, nous avons, en tant qu'être humain, une signature vibratoire qui nous est propre parce que, au-delà de notre corps physique, nous avons un corps énergétique et c'est ce que commence à redécouvrir la science, bien que ceci se soit connu par les traditions orientales depuis très longtemps. Eh bien, nous, occidentaux, nous sommes en train de nous y intéresser avec voilà, tous nos appareils scientifiques. Donc, vous voyez, notre cerveau, il faut le considérer comme un transducteur. Un transducteur, c'est-à-dire il va capter les fréquences et il va nous présenter, il va les transformer en images et en sons. C'est-à-dire que ce que je peux voir, ce que je projette, c'est ma réalité. On dit toujours que chacun voit sa propre réalité. C'est évident parce que nous n'avons pas tous emmagasiné dans notre cerveau les mêmes informations. On n'a pas tous la même banque de données. Et donc, ce que je vais projeter, ça va être en faisant référence à ce que j'ai déjà dans ma banque de données. Donc, de ce fait, de ce cerveau, entre les fréquences sonores, les fréquences lumineuses, il va créer des images et je vais entendre certaines choses qui, en plus, vont activer cette mémoire émotionnelle. Donc, on va coupler l'image, le son et les émotions. Donc, vous voyez, c'est un ordinateur, un bioordinateur quantique extrêmement puissant, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas s'en servir. Alors, je dis toujours, on habite un corps qui, pour moi, c'est une Ferrari et on le conduit comme une de chevaux. Et donc, c'est ça le défi du 21e siècle, c'est de pouvoir se réapproprier certains organes parce que c'est lui qui projette notre réalité. Et du coup, on a cette capacité-là, on va pouvoir changer les choses. Le cerveau, c'est un émetteur et un récepteur de fréquences vibratoires et comme nous sommes à l'ère de l'information, eh bien, vous savez bien que tout ce qui est énergie, c'est fréquentiel, c'est vibratoire et c'est de l'information. Donc, le paradigme actuel, c'est de modifier l'activité de notre cerveau. En tout cas, c'est déjà de le comprendre pour pouvoir consciemment agir dessus et de ne pas se laisser influencer par des choses qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est de la responsabilité de chacun, en fait, de se dire qu'est-ce que je suis en train de penser? Est-ce que ces pensées m'appartiennent ou est-ce que c'est des pensées que j'ai captées dans mon entourage? Et de pouvoir faire cette distinction et garder ce discernement. Qu'est-ce que j'en fais? Je les prends pour moi, je les utilise ou ça ne me correspond pas. Ah, alors j'ai oublié ce que j'ai mis. Hop. Ah. Alors du coup, donc on a vu c'était nourrir le cerveau, on a parlé des sons. Donc ce que je voulais dire, c'est que les sons, dès que dans notre environnement, des objets ou quelque chose bouge, ça va mettre en mouvement toutes les molécules qui sont autour de nous et c'est le mouvement de ces molécules qui va générer une onde sonore. Et lorsque le corps perçoit les ondes sonores, il les perçoit déjà de deux façons différentes. Soit je perçois les sons aériens par mes oreilles, soit je perçois les sons par les os. Ça, ce sont les résultats des études de Alfred Tomatis qui a pu définir la réception des sons aériens et osseux et qui, en comparant les deux, aujourd'hui, vous allez voir un praticien dans la méthode Tomatis, il va définir vos deux profils, le profil avec vos sons aériens et vos sons osseux, et puis il va pouvoir vous raconter votre vie et vous dire où vous en êtes. C'est assez étonnant, j'ai fait ça une expérience une fois dans ma vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est lorsque nous percevons les sons, j'étais persuadée d'avoir mis la diapositive, lorsque nous percevons les sons par nos oreilles, il y a d'abord, donc évidemment le tympan, la membrane, derrière les sons arrivent sur un ensemble d'osselets qui vont, le marteau, l'enclume, etc. Donc, on a une action mécanique. Ensuite, on a une action électrique à travers les neurones, les terminaisons nerveuses qui sont là.
et ces terminaisons nerveuses vont générer une onde qui va informer un liquide qui est dans l'oreille. Donc, on passe d'une information qui est mécanique à nerveuse et qui informe l'eau. C'est-à-dire que ces sons vont venir informer toute l'eau du corps. Alors, si tu m'accordes 2 minutes, parce que j'avais préparé quelque chose. Oui, bien sûr. Comment ça se fait que je ne vois pas ça? Ou j'avais... Ou alors je me suis trompée de... Alors attends, je vais... Oui, vas-y, je t'en prie. Mince. Bon, s'il faut que je recharge la... Ça fait rien. Oui, après... Bon, l'étude des sons en sciences, c'est un large domaine d'investigation parce qu'on s'est aperçu ces dernières années de l'impact des sons sur la matière et en particulier sur le corps humain. Donc, il y a de très nombreux chercheurs qui ont montré que les sons avaient des effets, par exemple, sur la diminution de l'anxiété, améliorer des états dépressifs, améliorer la créativité, la mémorisation. Donc, ça veut dire que les sons impactent la matière. Ce qui fait penser ça, c'est le fondateur de l'acoustique, et M. Caldini, vous avez dû certainement voir ça sur le net. Vous savez, lorsqu'il prend une plaque en métal, on met du sable dessus, et lorsqu'on frotte un archet, ça génère une fréquence sonore, et le sable va prendre une certaine organisation géométrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sons, les vibrations sonores ont la capacité à organiser la matière, donc y compris donc notre corps. Donc, suivant la qualité des sons que nous allons écouter, on va influencer l'architecture et la structure de nos cellules et des molécules qui nous composent. Donc, c'est extrêmement important. Surtout que lorsqu'on sait que depuis la nuit des temps, dans toutes les civilisations, dans toutes les traditions, les sons, la musique, les chants ont toujours existé. On pourrait dire que la musique et les sons, c'est le langage universel. Et même le plus beau des langages, donc c'est la parole, c'est le verbe, comme le disent les traditions, et le verbe est créateur. Et comme le dit je crois que c'est dans l'évangile de Saint Jean, au début était le verbe. C'est ça. C'est-à-dire que en chantant, en parlant, nous émettons des vibrations qui vont impacter, émettre une certaine énergie, qui vont impacter la matière, donc la personne avec laquelle on parle, par exemple. Donc, c'est vraiment en science un large domaine d'études alors évidemment pour l'instant c'est encore aux États-Unis, mais on voit apparaître dans des structures de soins, dans certains hôpitaux et cliniques, l'utilisation des sons parce qu'ils s'aperçoivent que les personnes sont beaucoup plus calmes, que la récupération après des interventions chirurgicales se passe beaucoup mieux. Donc, ça a vraiment des effets sur évidemment le comportement, sur les émotions, mais sur l'activité cellulaire. Je vois pour ma part, j'utilise un appareil qui est la caméra GDV BioWell. C'est un appareil qui permet d'établir un bilan énergétique. Et avec cet appareil, en fonction des paramètres qu'il a calculés de la personne, il va élaborer une fréquence vibratoire qui nous est délivré sous forme de son. C'est ce qu'on appelle les sons binauraux. C'est-à-dire que vous recevez une fréquence vibratoire à l'oreille droite, mettons de 400 Hz, une autre fréquence vibratoire à l'oreille gauche de 450 Hz, et en plus, elles arrivent décalées dans le temps. Donc, le cerveau est très sollicité et il ne peut pas suivre le mouvement. Donc, il n'a pas d'autre choix que de resynchroniser les deux hémisphères droit et gauche, et il va créer un son subjectif qui va être la différence des deux, donc là de 50 Hz, et cette fréquence-là, ça va apaiser tout le système nerveux et tout le système hormonal. Donc, il y a d'autres études qui ont été faites pour montrer que même les sons, la musique, modifie l'expression des gènes. Pour vous dire à quel point les ondes sonores influencent la matière. Donc, on a des modifications épigénétiques et les chercheurs ont montré qu'on pouvait avoir une sécrétion, une augmentation de la sécrétion d'un neurotransmetteur comme la dopamine et une amélioration de la mémoire
et une diminution, par exemple, des protéines inflammatoires et une diminution de la mort neuronale. Donc, vous voyez, c'est colossal ce qui arrive dans les années, parce que ce sont des observations qui sont les prémices pour nous annoncer que, eh bien, par les sons, les fréquences sonores, et on sait aussi par les fréquences lumineuses, on va pouvoir accompagner des personnes et modifier l'organisation des cellules, des molécules dans notre corps. Donc, quand on modifie la structure de nos cellules, bien évidemment, on sait que les sons, la musique modifient aussi nos comportements émotionnels, puisqu'il y a des musiques qui suscitent la tristesse, d'autres la colère, et ainsi de suite. Donc, on sait déjà que les sons influencent l'humain. Mais là, on rentre de plus en plus dans l'infiniment petit. C'est qu'au-delà d'influencer notre façon de penser et de ressentir, on commence à comprendre que ces ondes sonores ont la capacité d'influencer l'organisation de la matière. Et c'est une des révolutions qui arrivent pendant ce siècle. Ce que je voulais vous partager ce soir. Merci infiniment. Florence, c'est énorme ce que tu nous partages ce soir. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments à partager. Enfin, tu me le diras hein, si tu retrouves la diapositive. C'est juste énorme. Et, j'ai tout de suite envie de faire le parallèle avec la spiritualité, parce que dans le cadre de la spiritualité, où on parle souvent d'énergie, de vibration, aujourd'hui, tout ça s'imbrique en fait. Hein, et c'est aussi pour ça que je t'invite, Florence, parce que ce langage-là, très scientifique, n'est pas du tout antinomique avec un langage spirituel où on va venir parler des chakras ou d'autres choses, parce que tout s'imbrique en fait. Hein. On a des questions, on va les prendre dans un deuxième temps. On a beaucoup de personnes présentes dans le chat, également avec nous ce soir. Donc on va prendre quelques questions, on ne pourra pas prendre toutes les questions, mais l'idée aussi, c'est aussi que cette information, moi, j'ai 2 questions que j'aimerais moi te poser en premier lieu, si tu veux bien, concerne ces sons audibles et inaudibles. Ça m'a beaucoup parlé parce qu'effectivement, la musique, elle se marie avec donc le son de la musique, mais aussi la vibration de la parole et des mots qui sont utilisés. Mais à côté de ça, on dit souvent oh, cette personne-là, j'aime son énergie ou je sens son truc. Alors, et on sait aussi que la pensée est également une vibration. Donc, comment est-ce qu'on pourrait être en capacité d'améliorer notre capacité à entendre ce qui est inaudible, donc entendre plus l'énergie, si je peux dire. Est-ce que c'est possible? Je vais revenir sur la notion de signature vibratoire. Donc, ok. Pour répondre à ta question, c'est-à-dire déjà prendre soin de son corps physique, parce que lorsque nos cellules sont bien nourries, eh bien, elles sont en pleine forme et elles émettent déjà une certaine énergie. Ensuite, c'est nos émotions, c'est typiquement de l'énergie. On sait très bien que lorsque nous avons des émotions de tristesse, eh bien, on manque d'énergie, on n'a pas d'entrain pour mener nos activités. Ou lorsque on a des pensées de colère ou de joie, on a beaucoup d'énergie. Donc, ce sont des fréquences vibratoires là qui sont très hautes et très rapides et on serait prêt à soulever des montagnes. Mais c'est pareil, les émotions, ce sont des fréquences, on les ressent tous les jours, mais on ne les voit pas. Et les pensées, c'est pareil, ce sont des fréquences suivant les pensées négatives ou les pensées négatives. L'intensité, les fréquences vont avoir se déplacer de façon différente. Et c'est la combinaison entre l'activité de nos cellules, la qualité de nos émotions de façon de préférence positive et la qualité de nos pensées, positives aussi, c'est la combinaison de tout ça qui va créer notre signature vibratoire, c'est-à-dire notre champ d'information, notre champ d'énergie tout autour de nous. Et donc, l'exemple que tu as cité est super, parce que lorsque je rencontre quelqu'un pour la première fois, j'ai soit un mouvement où j'ai envie de me jeter dans ses bras, soit je fais un pas de recul, mais ça passe pas par le cerveau cortical. Je ne l'analyse pas. C'est simplement mon champ d'énergie qui m'a donné l'information et on vibre pas sur des fréquences qui peuvent s'accorder. Et donc, c'est juste fréquentiel. On n'est pas dans les mêmes résonances. Et donc, du coup, comme c'est dissonant, eh bien, elles se séparent, elles se repoussent l'une l'autre. Merci pour ces précisions.
Merci Florence. La deuxième question, elle m'est passée sous le nez parce que je la gardais depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que tout ce que tu as dit sur les neurosciences et sur le cerveau, heu, aujourd'hui, j'aime bien faire encore une fois le parallèle avec la spiritualité parce que, quand on pense à toutes ces ondes et puis toutes ces capacités qu'on a maintenant, on se rend compte, hein, j'accueillais, j'invitais, hier quelqu'un qui a vraiment vécu une expérience, très forte, invisible et ou peut-être des capacités de clairaudience, de clairsentience, de toutes ces choses-là. Comment tu expliques aujourd'hui ces capacités-là, ces extra capacités qui se développent de plus en plus, auxquelles on fait plus, maintenant, allusion? Comment Moi, tu les expliques? c'est ce qu'on définit comme les capacités extrasensorielles de Tout l'humain. à fait. C'est comme si nous montions en vibration et que nous affinons en fait nos perceptions. Donc la qualité des fréquences que nous émettons et la capacité que nous avons à percevoir est de plus en plus fine et de plus en plus subtile. C'est D'accord. comme ça que je l'interpréterais, que je Et comment l'explique. tu expliques cette capacité fine aujourd'hui qui s'aiguise davantage? Ou avant on prenait, on était plus axé sur je dirais le plus concret, le plus tangible possible. Aujourd'hui, avant si on déjà j'entends des voix, bah, on allait dans un hôpital psychiatrique quoi, tu vois? Aujourd'hui, Est-ce que ça a coupé? Est-ce que tu veux bien répéter parce que ça a coupé, j'ai pas entendu la phrase. oui, je disais qu'avant, avant ces capacités-là, on les relevait pas, Non. parce que c'était voilà. Oui, je t'en prie, vas-y. Tu veux peut-être rebondir là-dessus, historiquement. Oui, c'est-à-dire que je me souviens quand j'étais jeune, mes parents avaient dans leur entourage un monsieur qui était médium et barreur de feu. Ces Mmh. gens-là se cachaient parce que ces capacités-là n'étaient pas prises en considération et ils n'en parlaient pas. Et on voit depuis ces 50 dernières années que c'est un domaine qui s'est beaucoup ouvert. Les gens parlent beaucoup plus facilement Mmh. ben, qu'ils peuvent voir dans l'invisible ou entendre. Et c'est surtout les jeunes générations qui arrivent parce que les très jeunes arrivent sur Terre avec ces capacités-là. Et oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut Mmh. dire que je pense qu'à l'avenir, nous allons aussi communiquer différemment. C'est-à-dire Mmh. que nos capacités extrasensorielles vont de plus en plus se développer et on va pouvoir ressentir les personnes, comment dire, alors comme on le disait, quand on rencontre quelqu'un vibratoirement, ça match ou ça match pas, ça résonne pas. Mais je pense que c'est aussi au niveau des pensées, on va pouvoir ben voilà, se parler peut-être différemment ou se comprendre instantanément. Et on sait très bien que la télépathie, ça existe, c'est utilisé, il y a d'autres facultés comme ça. Et je pense les générations qui vont arriver vont utiliser ça très facilement et on va dire, ce serait le nouvel humain qui arrive. Mmh. Je comprends et du coup, l'émetteur, tu parlais d'émetteurs de transistors et donc du coup, si on imagine que donc plus tard, on pourra parler uniquement par la pensée, tu penses que tout ça est généré par le cerveau, par le cœur? Parce qu'effectivement, tu disais, hein, on se posait la question des où étaient logés les centres d'énergie et cetera. Est-ce que tu penses qu'une pensée peut partir du cœur ou de là? Comment ça se passe énergétiquement, vibratoirement? Comment tu vois C'est ça? c'est juste mon opinion. Pour moi, Oui. tout part du cœur et en fait, le maître à bord, c'est le cœur et c'est lui qui Mmh. va informer le cerveau parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de signaux qui vont du cœur vers le cerveau que l'inverse. Comme il y a beaucoup plus de signaux qui partent de l'intestin, notre deuxième cerveau, vers le système nerveux central. C'est Mmh. pour ça que j'en suis arrivée à la conclusion que le cerveau, c'est un ordinateur. Il centralise l'information, il la traite, etc. Mais Mmh. c'est pas lui qui est inducteur. C'est le cœur. Et d'ailleurs, les études du HeartMath Institute aux États-Unis montrent bien que c'est à partir de la fréquence cardiaque que l'impulsion qui est donnée dans le cœur, c'est elle qui va générer autour de nous ce champ électromagnétique comme celui qu'on peut voir autour de la Terre. Oui. Donc, tout part du cœur. Mmh. Et, et quand il est fermé, ça ne marche pas bien. Oui,
mais oui, justement, et puis lui faire confiance parce que c'est compliqué de l'ouvrir parfois parce que tu l'as très bien expliqué. Les expériences passées s'impriment dans le cerveau. Voilà, il y a tout un mécanisme avec les émotions, tu l'as super bien expliqué. Donc c'est sûr que c'est pas facile et je sais aussi qu'on a discuté un peu là-dessus pour que voir un peu comment un atelier pourrait aussi être créé pour aller expérimenter et aller dépasser des choses. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu de cet atelier où il va y avoir une vraie expérimentation, hein. Tu as parlé aussi de ta boîte, de ton boîtier. On va vraiment comment ça va se passer du coup, cet atelier, Florence? Comment on va aller passer les caps? L'atelier que je propose, c'est d'aller explorer justement nos mémoires, notre Mmh. banque de données. Donc l'idée, c'est de choisir un blocage dans votre vie présente Mmh. et d'aller chercher dans le passé, à différents moments de vos passés, que ce soit le passé dans cette vie-ci ou des mémoires transgénérationnelles ou bien plus des mémoires bien plus anciennes, de voir où est le blocage qui vous empêche d'avancer ou d'être pleinement vous dans cette vie. Donc, ça va être un atelier qui va être purement vibratoire, Mmh. mais depuis que je les pratique, personne n'est jamais resté insensible. Donc, suivant les personnes, et il y en a qui ont des images, il y en a qui ont des émotions, mais en tout cas, il se passe toujours quelque chose. Et en se mettant en observateur extérieur de ce que l'on a vu sur nos passés, on va comprendre ce qui se joue actuellement et les racines d'un blocage actuel. Donc, ça va être Mmh. à la fois, vous allez être conscient et une partie de vous sera pas consciente. C'est comme un état modifié de conscience très léger qui va vous Mmh. permettre d'aller chercher la racine de la racine d'un blocage du présent. Voilà. Mmh. OK, avec toutes des techniques que tu utilises et cette capacité, vibratoire d'aller, laisser, aller faire cette expérience. Merci. Si vous avez des questions, les amis, par rapport à cet atelier, on pourra aussi y répondre et donner davantage, d'informations. J'aurais une dernière question avant qu'on prenne les questions des auditeurs. Tu as parlé tout à l'heure de nourrir le cerveau. Mhm. Je l'entendais aussi de manière, concrète, hein. Qu'est-ce qu'on ingère, qu'est-ce qu'on mange et cetera peut effectivement, aider et le jeûne, comment tu vois, la place du jeûne, dans la vibration, par rapport à la vibration du corps et du cerveau en particulier? Et je pense que c'est très bénéfique parce que ça permet de nettoyer notre corps. Parce que tout ce que il faut être conscient que nous sommes pollués par tout ce que nous mangeons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, l'environnement dans lequel nous sommes. Et toutes ces pollutions viennent vraiment modifier ou ralentir ou transformer les fonctions cellulaires, mais aussi vibratoires, donc énergétiques de notre corps. Donc ça permet, je dirais, de remettre l'ordinateur à zéro. Vous savez, c'est Mmh. faisait un nettoyage, comment on appelle ça? Tu sais, tu remets ton disque dur. Il y a le défragmentage et puis il y a ce truc où tu remets la mise à jour peut-être? Ou non, c'est ça? Soit la mise à jour, soit de défragmenter et de repartir sur des bases plus saines. Moi, je le Mmh. vois comme ça. Du coup, ça veut dire que là, pour le coup, quand on fait du jeûne, on a vraiment conscience des vibrations et des perceptions dans notre corps. Ce que on a beaucoup de mal à avoir lorsqu'on on a déjà mangé et lorsque Mmh. on est beaucoup moins sensible en quelque sorte. Mmh, 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 mmh. Tout à fait, tout à fait. Mm. Françoise nous dit reset Oui, c'est ça. effectivement, de Oui. métis. C'est le nom anglais américain, effectivement, le reset, en effet. Merci, merci Florence. Alors, on va prendre une ou 2 questions, notamment par rapport à l'atelier. Là, je vois Diane qui nous dit, «Est-ce que vous pratiquez l'hypnose régressive dans vos ateliers?» Donc dans l'atelier que nous allons vivre là, est-ce qu'on peut parler d'hypnose régressive qui seront vécues, pour, nos auditrices et nos auditeurs Alors, qui seront là? il arrive que certaines personnes du groupe soient amenées à revisiter des mémoires très anciennes, effectivement. Mmh. Pas tout le monde, mais certaines personnes vont jusque-là, oui. Du coup, c'est particulièrement intéressant parce qu'on voit à quel point tout ce que nous avons engrammé dans notre corps et qui nous pollue depuis très très longtemps. Alors, ça s'apparente à ça. On peut revisiter des mémoires très anciennes. C'est l'équivalent d'une hypnose régressive, mais ça va être présenté différemment. Très bien, merci pour cette précision. Est-ce qu'on peut aussi parler de reset pour le coup, face à dans cette expérience d'atelier? Ça va pas être un reset, ça va être, c'est-à-dire que là, on va avoir une compréhension
de notre blocage actuel, et on va trouver la racine de la racine. Et on va avoir la prise de conscience de j'en suis là aujourd'hui parce que voilà ce qui s'est passé il y a des années en arrière et avec qui j'étais à l'époque, j'ai réagi de telle façon mais qui n'est plus adapté aujourd'hui. Et donc, je vais pouvoir faire ce mécanisme-là parce que je vais en prendre conscience. Ok, Je sais ok. pas si oui. Si, c'est très clair. Tout à fait, merci. Un reboot, nous dit Diane. Oui, aussi également. C'est aussi un terme qu'on peut utiliser. Je vous ai mis le lien, les amis, pour vous inscrire à l'atelier qui aura lieu sur Zoom, où on va vraiment créer toute une organisation bien spécifique pour que vous puissiez vivre ça le plus puissamment possible et utilement pour vous. Parce que j'imagine qu'à partir de là, après, eh bien, il y a des prises de conscience, tu l'as dit, et puis il y a de la mise en action, j'imagine. Oui, 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 tout à fait. Derrière, il y a des impulsions, des changements de comportement qui sont initiés. Mmh. Très bien, merci. Alors, je vous ai mis le lien, vous pouvez donc cliquer dessus. Je vous montrerai quelques bribes tout à l'heure de cette page, de ce lien. J'aimerais revenir sur les questions. Alors, il y en a certaines qui sont un peu plus, qui ont été posées très tôt par Diane, qui est très, très, très active dans le chat et qui est très, très intéressée par tout ce que tu dis, Florence. On salue déjà toutes les personnes qui étaient là avec nous depuis le début. Diane, qui nous parlait, quand tu parlais de ce thème, de cette thématique de la neuroscience qui est un peu à toutes les sauces, elle évoquait la PNL, qui est aussi de la programmation neurolinguistique. Donc aussi, est-ce que tu l'inclus dans ce schéma que tu citais tout à l'heure avec la neuropublicité, la neuro... Alors, la programmation neurolinguistique, c'est l'utilisation du verbe. Je dis la programmation neurolinguistique, c'est l'utilisation de la parole et donc du verbe pour pouvoir échanger et donc susciter des prises de conscience chez la personne. Donc, oui, c'est un processus neuro, c'est sûr. Encore un. Très bien, merci Florence. On a une autre question aussi de Diane qui nous dit: est-ce qu'une fréquence est une source de lumière? Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Alors, les fréquences, elles sont de divers types. Il y a les fréquences sonores et les fréquences lumineuses. C'est ce qui constitue notre monde. À l'origine, était le son. Donc, la création de l'univers, elle est avant tout sonore et ensuite, elle est lumineuse. Mais ce sont les principales fréquences qui nous entourent. D'accord. Moi, j'aimerais faire le lien avec la lumière et la chromatothérapie. Comment est-ce qu'il y a un lien entre la lumière en elle-même, cette chose blanche, un peu peut-être dorée, et puis la puissance des couleurs? La lumière blanche, elle comprend toutes les couleurs. Toutes les couleurs, ouais. Et chaque couleur a une vibration qui lui est propre, une fréquence qui lui est propre. Donc, quand on dit lumière, on dit donc énergie, et quand on dit énergie, on dit information. Donc, la lumière, les sons et la lumière portent une information, et c'est une information que l'on donne à nos cellules. C'est pour ça, ce sont les soins de demain, puisque à l'avenir, alors je ne sais pas si nous le verrons, ils ont quand même démarré, c'est que l'être humain, il sera dans un avenir proche ou lointain soigné avec des fréquences lumineuses et sonores que l'on mettra soit sur l'ensemble du corps, soit sur les centres d'énergie, soit sur les méridiens ou des points d'acupuncture, soit sur notre champ d'énergie, je ne sais pas, en fonction de la problématique. C'est un réglage fréquentiel, puisque nous sommes énergie, nous sommes vibration. Tout à fait, tout à fait. On rentre dans cette nouvelle compréhension de l'humain. Et parce que les consciences s'élèvent, parce que les énergies aussi bougent, on a plus conscience, on donne plus de place à ça, on affûte un peu plus, on fait plus conscience à nos instincts, à ce sixième sens qui avant n'était pas du tout mis en valeur. Donc, et puis ces nouveaux arrivants, ces enfants cristal, ces enfants qui ont déjà tout ça de manière très simple en eux, ça va être effectivement très, très puissant. Une question encore de Diane qui me dit: est-ce que l'auto-guérison existe? Ah, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. La seule chose, c'est que nous n'avons pas été éduqués dans ce sens-là. Les croyances culturelles fait qu'on ne peut pas se soigner seul et que nous avons besoin d'une aide extérieure. Mais quand on réfléchit bien,
le corps se régénère à chaque instant. Il y a des cellules qui meurent, il y a des cellules qui se créent. C'est bien qu'il s'entretient tout seul pour qu'on puisse continuer à exister. Donc, il suffit qu'on le nourrisse correctement d'un point de vue matériel avec de la nourriture, qu'on lui donne l'eau qui va bien et qu'il soit entouré de bonnes énergies, de bonnes fréquences. Il va se développer dans un état d'être, de bien-être et de pleine santé. Donc, effectivement, mais sauf que nous avons les croyances limitantes actuelles qui nous disent que c'est pas possible. Mais si, c'est inhérent à notre corps physique, à notre corps humain. C'est que nous avons ces capacités-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Je pensais à une chose, mais je continue sur les questions. Je la poserai après, ma question. Et quand nous dormons, nous demande Diane, dans quelle fréquence nous sommes? Nous sommes dans quelle fréquence? Ça ne s'affiche pas. C'est une bonne question. Je ne saurais pas répondre. Pour moi, on est dans des fréquences basses quand on est dans le sommeil. Je ne sais pas répondre. C'est une bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'état de vigilance n'est pas lorsqu'on est dans un état de sommeil et que du coup, les ondes cérébrales sont plutôt lentes. Et à la fois, il se passe plein de choses parce qu'on est capable de vivre plein d'autres choses pendant notre état de sommeil. Et donc, je ne saurais pas répondre exactement. Parfait. En tous les cas, c'est sûr que ce n'est pas évident parce que déjà, le sommeil, il y a des étapes, il y a des moments où on est plus… on voit bien que l'activité cérébrale, quand on dort, elle bouge beaucoup. Il y a des moments spécifiques du sommeil avec le sommeil profond, paradoxal, etc. Donc, c'est sûr que les fréquences doivent être multiples, en fait, hein, j'imagine. Une question encore de Diane qui nous dit « Comment est constituée la pensée ?» Est-ce que tu pourrais me donner ton avis là-dessus, Florence? Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi, ça a coupé. Je disais, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur comment est constituée la pensée? Alors, c'est une grande question, hein, mais de ton regard et de ton prisme scientifique. Je vais te dire ce que j'ai compris. Oui. Moi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que tout est fréquence autour de moi et que le cerveau est un émetteur et un récepteur. Donc, quand je capte une fréquence, le rôle du cerveau, c'est de le décoder pour que moi, être humain, je puisse le comprendre et le saisir. Donc, je vais avoir des mots, je vais avoir des images, je vais avoir des sons, je vais avoir des émotions. Donc, la pensée, pour moi, c'est la résultante de la traduction qu'a fait notre cerveau des fréquences. Sachant que nous avons nos propres pensées qui sont générées de l'intérieur parce que je ressens certaines choses avec tout ce que j'ai dans ma banque de données, mais comme nous sommes émetteurs et récepteurs, j'ai aussi la capacité de percevoir des pensées qui sont dans ce qui m'entoure. Et oui, bien sûr, dans son propre champ, enfin dans le champ qui nous entoure. C'est pour ça que je disais, la difficulté pour nous, c'est de savoir si ce que je suis en train de penser, c'est bien à moi ou c'est est-ce que des pensées que je capte de mon environnement. C'est fou. Donc, c'est le discernement. C'est pour ça que quand on en revient au pouvoir de l'instant présent ou à la conscience de soi, c'est vraiment ce que nous devons cultiver le plus pour être toujours à l'écoute de soi et voilà. C'est moi, est-ce que ça vient de moi, ça? Est-ce que c'est bien moi? Et si c'est, qu'est-ce que je fais de cette information? Ce discernement. Parce que, comme j'ai dit que le 21e siècle, c'est l'ère du cerveau, c'est aussi donc l'ère des fréquences. On voit bien avec la 3G, la 4G, la 5G, etc. Ça veut dire qu'on est influencé par quelque chose d'invisible qui vient modifier notre activité cérébrale, mais aussi physiologique. Tandis que si on a la conscience de ça, parce qu'à un moment donné, je ressens quelque chose qui ne me correspond pas et qui me dérange, et je me dis, ça va pas, ça veut dire que j'ai aussi le choix de prendre cette information, de ne pas la prendre, d'accepter cette fréquence ou de la refuser. Et du coup, ça nous donne aussi beaucoup, entre guillemets, de pouvoir. C'est-à-dire, attention, je ressens ça, je n'en veux pas, c'est pas pour moi ça. C'est garder, c'est s'étalonner en permanence avec notre environnement intérieur et extérieur. Je comprends. Et du coup, la question m'est revenue que je voulais te poser. Que penses-tu de la géométrie sacrée? Parce que
ces ondes de forme, tu sais, où on informe l'eau, tout ça, où là on décide, hein, donc du coup avec une pensée, une intention particulière. Et que penses-tu de cette pratique, hein? Les ondes de forme en soi génèrent un certain type d'énergie, donc un certain type de fréquence qui ont la capacité de réorganiser la matière, ou en tout cas de structurer, et en particulier l'eau. Donc pour moi, ça existe, et ça c'est OK. Et après, tu m'as dit, et les pensées, l'intention, ça exige en fait un aliment ou de la cohérence. Lorsque j'ai une cohérence entre mes pensées, mes émotions et mes paroles, je focalise, je crée une fréquence que je vais focaliser et dans lequel je vais y mettre, donc qui dit fréquence, qui est énergie, et je pose mon attention sur cette énergie, et donc elle va être envoyée à l'eau. Parce que l'énergie, si elle est seule, c'est chaos, ça bouge dans tous les sens. Je peux rien en faire. Bon, aujourd'hui. Si je prends une information, si elle n'a pas de support, je peux pas l'utiliser. Si j'ai pas un ordinateur, je peux pas utiliser l'information qui est stockée dedans. Donc, lorsque je vais combiner l'énergie et l'information, donc si je dis que l'énergie, c'est le support de l'information, eh bien, je vais pouvoir créer, envoyer un message à l'expéditeur, envoyer un message à de l'eau, envoyer un message à la matière. Tu vois, c'est comme l'ordinateur. S'il n'a pas de logiciel, je ne peux pas lire l'information. Complètement. C'est pareil. Je comprends. Je comprends. Comme, oui, comme aussi une consigne particulière. Si on donne, si on n'explique pas on donne pas la consigne, parfois pas toujours évident de pouvoir réaliser la tâche. Et tu parlais donc de l'eau. Bonsoir, me dit Hamilton. Quel type de son est le meilleur pour l'eau dans notre corps? C'est une question qui revient souvent. Ah! Alors, j'allais vous dire bêtement, on va dire que c'est la fréquence de l'amour, c'est la fréquence de 432 Hertz ou 528 Hertz qui revient fréquemment. J'aurais tendance à dire ça. Après, aujourd'hui, des fréquences, il y en a plein. Ça dépend ce qu'on veut travailler. Ça dépend ce que je veux soit nettoyer, soit comment je veux informer mes cellules. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un ensemble de chercheurs dans le monde qui ont déterminé les fréquences vibratoires de toutes nos cellules du corps, donc tous les types cellulaires, les cellules des poumons, des reins, du foie, etc. Et donc des cellules qui sont saines et des cellules dans différentes pathologies. Et ils ont créé comme ça une banque de données fréquentielles qui a aujourd'hui près de 60 000 fréquences et qui permet d'informer notre corps. C'est-à-dire que si je suis malade du foie, eh bien, on va pouvoir envoyer à nos cellules la fréquence qui va leur permettre de se réharmoniser et donc de modifier l'architecture cellulaire et moléculaire et donc le fonctionnement de la cellule de façon à ce qu'elle puisse retrouver une activité physiologique normale et sortir de leur état de désordre, on va dire. Donc Wow. Je rejoins Marie dans son, dans son partage, tout simplement passionnante, Florence. Edwige également qui remercie, et Pascal également qui remercie. Voilà. Alors, on a une question encore assez technique. Je pense qu'on va en prendre une ou deux et puis ensuite on va bientôt conclure la conférence. Pourquoi, quand certaines personnes produisent trop de dopamine, se créent des hallucinations auditives, visuelles et olfactives? J'imagine, et ou olfactives. Parce que je pense qu'on va surstimuler l'activité des neurones, l'activité cérébrale, et on a bien vu que l'une des facultés du cerveau, c'est de créer des images et des sons et des odeurs, et donc on les met dans un état de suractivité. Donc le cerveau est en ébullition et il va créer. Et créer, je pense, en fonction de ce qu'on a dans notre banque de données. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir des hallucinations, même si deux personnes prennent les mêmes drogues, elles vont pas avoir les mêmes hallucinations parce qu'elles n'ont pas les mêmes données d'enregistrées. Pour moi, c'est une suractivité cérébrale et neuronale. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah bah si, mais Diane pouvait bien sûr répondre également suite aux apports de Florence. Allez, encore une question.
Les voix suraiguës me sont particulièrement désagréables, insupportables. Que disent-elles du locuteur? Et elle a une autre question en dessous qui dit: «On dit bien qu'on est ou pas sur la même longueur d'onde». Je Oui, remets la question. Mmh. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'on rencontre quelqu'un, nous émettons ce champ vibratoire, nous avons notre propre signature vibratoire qui s'accorde avec la personne que nous avons en face ou pas. Et donc, du coup, soit les fréquences vont s'accorder et on est sur la même longueur d'onde, et puis soit il y a dissonance et la communication va être difficile et compliquée. Mmh. Merci beaucoup. Alors, j'avais vu une question un peu plus haut, c'était sur les acouphènes, je crois, qui disait: «Est-ce que c'est le signe d'une clairaudience?» Je l'ai vu passer un peu plus tôt, je voulais la mettre en évidence, je la cherche. Qu'en penses-tu des acouphènes de ton côté, Florence? Est-ce que tu penses que c'est le signe d'une clairaudience? Je pourrais te dire, il y a plusieurs réponses. Ouais. Soit, d'abord, notre corps nous parle, donc il est en train de nous dire que d'un point de vue auditif, il y a quelque chose qui ne va pas, qui nous a peut-être choqué. Peut-être que c'est une mémoire émotionnelle qui se manifeste au niveau de l'oreille et des sons, par exemple, sur des traumatismes ou des comportements qui sont difficiles pour nous. Et pourquoi pas, ça pourrait être aussi les prémices d'une clairaudience qui est en train de se mettre en place et qui est en train de se régler. Il y a un réglage. Donc là, faudrait peut-être demander à ce que le réglage soit adapté. C'est ça, et du coup, l'atelier, est-ce que ça peut aider là-dessus, justement, faire ce réglage, à comprendre des choses, les prises de conscience, je ne sais pas? Peut-être que oui, mais je ne peux pas m'avancer, j'ai jamais eu le cas, donc je ne peux pas dire. Mmh. En tous les cas, c'est une occasion de venir expérimenter parce qu'effectivement, c'est quand même pas quelque chose de simple, donc à vivre, donc je vous invite à aller expérimenter, aussi à travers cet atelier qui sera donc, qui s'assimile à de l'hypnose régressive, mais comme tu l'as dit, qui ne sera pas, qui n'utilisera pas les outils de l'hypnose régressive, donc où vous allez vraiment, expérimenter un voyage particulier. Comment tu pourrais nommer, cette expérience-là de l'atelier? Comment la qualifier? Oui, comment la qualifier? Oui. C'est trouver les racines, l'origine de l'origine, ou les racines de quelque chose qui vous bloque actuellement dans votre vie. Et ce blocage, il peut appartenir à cette vie-ci comme à des mémoires anciennes et très anciennes. Donc, c'est de revisiter des événements ou des comportements et pour comprendre qu'aujourd'hui, ils sont plus adaptés. Je veux dire, c'est comme si je revisitais mon ordinateur de bord pour aller prendre conscience des données erronées et les modifier. Je les modifie moi-même. Est-ce que c'est ça la pertinence? C'est d'être acteur pour soi et pas à travers le filtre d'une autre personne. Être accompagné par un praticien, c'est super, il n'y a pas de doute. Mais lorsque on peut soi-même changer, modifier notre propre programme, je dirais c'est mieux parce que ça passe par notre propre filtre et pas par le filtre d'interprétation d'une tierce personne. Et c'est le sens de l'outil aussi. C'est énorme ce que tu me dis. En effet, quand tu parles, j'ai vraiment aussi cette image qui arrive que c'est vrai, si on est capable de tu parlais de cette capacité d'adaptabilité, de plasticité cérébrale, tout ça, qui y contribue en fait. Quand on vient faire une expérience comme celle de l'atelier-là, on va vraiment aller travailler cette plasticité. On va venir imprimer des choses dans nos cellules par notre propre pensée, par nos prises de conscience. C'est juste énorme parce que cette impression, elle ne vient, comme tu le dis très bien, non pas de l'extérieur, mais de nous-mêmes. Il y a comme quelque chose qui est déjà dans l'adhésion, qui conforme une certaine cohérence et qui permet d'aller encore plus loin dans l'expérience de la vie, en fait. Et on va évidemment entendre les mots-clés à la résolution de notre problème, et nous allons aussi les prononcer à voix haute par notre propre verbe, parce que quand on se parle, toutes les cellules de notre corps nous entendent. C'est pour ça que je dis toujours, c'est très important de faire attention à la façon dont on parle de soi, parce que mes cellules m'entendent. Donc, si je dis que je suis nulle, elles vont se comporter comme des cellules qui sont nulles. Et si je me dis que je suis magnifique, elles vont être beaucoup plus toniques, énergétisées.
Tout à fait, tout à fait. Merci Florence pour cette précision. Une question technique concernant l'atelier. Alors, l'atelier peut-il être collectif? Il sera collectif et en même temps pas collectif. Si on peut préciser un petit peu, Florence? L'atelier, l'explication des ateliers, ben évidemment, ça va être collective. Le choix des objectifs, je serai là, on va le faire en groupe et de façon à ce que l'objectif de chacun, de chacune soit précis et clair. Et ensuite, l'idée, c'est de travailler en binôme. Donc, c'est là où Sana va créer des espaces donc techniques. Travailler en binôme. Et ensuite, on fera un débrief général. On se retrouvera pour partager les expériences et le vécu de chacun parce que c'est toujours très informatif pour les autres. Et alors, vous serez en binôme. Tu parlais peut-être aussi d'une personne extérieure qui sera aussi là pour observer ou est-ce que ce sera juste c'est le binôme? D'accord. Ok. Oui. Parfait, parfait. Et bon, on a encore beaucoup de questions. Ce que je t'invite à faire, Florence, c'est tu peux regarder dans un deuxième temps, pendant le replay, il y en aura le défilé de ces questions parce qu'on a énormément de questions. C'est un sujet passionnant. Comment tu en parles également. Je pense que l'intention et la pensée que tu y mets est très constructive et nous donne vraiment envie d'aller plus loin. Peut-être que tu pourras répondre à certaines questions en différé. Et puis pendant l'atelier aussi, bien sûr, puisque vous allez avoir, ce sera sur Zoom, donc vous pourrez aussi voilà, être en connexion directe et poser votre question directement à Florence. Et c'est pas rien, donc avec votre propre énergie. Voilà. Donc, je prends le temps de répondre à chacun le plus possible. J'aime bien. C'est la moindre des choses, d'essayer de contenter tout le monde. Super, merci beaucoup Florence. Alors, on va conclure, mais juste avant, je voudrais replacer le lien que je vous ai donné concernant l'inscription à l'atelier pour que vous puissiez comprendre un peu tout ce qui se fait. Est-ce que tu vois bien l'écran, Florence, là, la page? Oui. Est-ce que tu la vois? Voilà. Oui, donc, vous allez arriver sur... Voilà. Donc, quand vous cliquez sur le lien que je vous ai donné, vous arrivez sur cette page-là. Vous allez pouvoir avoir accès au replay et bien évidemment toutes les informations connexes. Et puis, vous aurez la possibilité de vous inscrire à l'atelier qui aura lieu le 7 septembre 2023. Est-ce que, donc là, l'invitation, c'est quand même d'être là en direct parce qu'en différé, c'est un petit peu plus complexe, j'ai envie de dire. Il n'y aura pas forcément de session de rattrapage. Voilà, donc voilà, vous arrivez là-dessus et puis donc vous pourrez tout simplement cliquer après. Vous avez aussi, voilà, vous pourrez cliquer dessus et vous pourrez vous procurer l'atelier. Donc ce sera un lien que vous aurez privé, un lien Zoom. Vous pourrez vous connecter. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect technique. Voilà, donc vous voyez vraiment, on a d'autres questions, Florence, mais je pense que ce sera dans un temps différé. On pourra répondre à ces questions. Merci infiniment, Florence. Vraiment, c'est un sujet inépuisable. J'ai presque envie de te réinviter très vite parce qu'il y a tellement de thèmes, il y a tellement de choses, mais c'est vraiment, tu sais, hein, c'est une thématique qui m'intéresse tout particulièrement et j'adore la manière dont tu en parles. Et pour moi, c'est vraiment l'énergie, la vibration, le son, c'est vraiment ce qui est le paradigme de demain, c'est ce qui va être vraiment à l'origine de beaucoup de choses. Donc, merci à toi. Merci infiniment. Merci, Sana, de m'avoir invitée. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir pour votre écoute. Et qui te remercie. Que vous avez porté avec toutes les questions que vous avez posées. Oui. Dans une belle co-création ce soir. On se retrouvera très certainement avec Florence. Restez bien connectés. Abonnez-vous aussi sur la chaîne. Comme ça, vous aurez aussi la petite information lorsque on reprogrammera quelque chose avec Florence. Déjà, vous avez le rendez-vous du 7 septembre. Et puis, on essaiera aussi d'aller encore plus loin sur des thématiques très importantes. Merci. Bonne soirée. Je te laisse le mot de la fin. Je sais que tu en as dit beaucoup, mais s'il y a vraiment quelque chose, un conseil, ou peut-être tout simplement une pensée non audible, je ne sais pas, un moment de silence, je ne sais pas. Non, j'ai dit, prenez soin de vous et reprenez votre pouvoir personnel et votre souveraineté pour ce 21e siècle.
On a besoin de tous et on a besoin de la présence et de la conscience de tous, de chacun d'entre nous pour co-créer le monde à venir. Merci. Merci. Merci à vous.